Bien, bonjour. Donc, je suis le docteur Loriot. Je suis oncologue médical et je m'intéresse en partie au cancer de la prostate. Donc, j'ai la lourde tâche d'essayer d'intéresser aussi la seconde moitié féminine de la salle. Le cancer de la prostate, donc, c'est un point majeur. C'est le premier cancer en termes d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas dans les pays industrialisés. Donc, en France, c'est 60 000 nouveaux cas par an en France. C'est également un cancer grave, puisque c'est la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Il y a environ en France, chaque année, 10 000 hommes qui meurent du cancer de la prostate. Alors, il y a plusieurs caractéristiques de ce cancer. C'est que vous savez qu'on peut suivre le cancer de la prostate au diagnostic, lors de la prise en charge, sous chimiothérapie, sous hormonothérapie, avec un marqueur qu'on dose dans le sang, c'est le PSA. Et puis, comme pour le cancer du sein, c'est un cancer qui est dépendant d'une hormone qui est la testostérone. C'est en gros l'essence qui stimule la voiture qui représenterait en fait le cancer de la prostate. Notre point important, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui fait intervenir à la fois des chirurgiens, des urologues, des radiothérapeutes, des oncologues médicaux et des médecins généralistes, entre autres. Et donc les grands enjeux, cancer de la prostate, en gros, si je dois résumer, c'est d'essayer d'identifier à tous les stades de la maladie les cancers graves des autres. Quand on biopsie des patients qui ont 80 ans, dans 80% des cas, on va trouver un cancer de la prostate. Et pourtant, évidemment, tous ces hommes ne vont pas mourir de leur cancer de la prostate. Il y a donc des cancers de la prostate qui n'évolueront jamais, qui ne tueront pas le patient, et des cancers de la prostate graves. Si vous avez compris ça, vous comprenez l'ensemble des enjeux du diagnostic à la prise en charge médicale du cancer de la prostate. Et donc les enjeux à l'heure actuelle, c'est développer un dépistage personnalisé, pas faire le même dépistage pour l'ensemble de la population, développer des images plus performantes pour diagnostiquer justement ces cancers les plus graves, comment se passer de la chirurgie et éviter la prostatectomie qui peut avoir des conséquences importantes pour le patient. Je pense qu'on a les armes à l'heure actuelle pour s'en passer. Mieux utiliser les nombreux traitements disponibles. Il y a beaucoup de traitements. Il y a les hormonothérapies, il y a la chimiothérapie, il y a des vaccins. Bientôt, probablement, il y aura aussi de l'immunothérapie. Et c'est comment mieux utiliser. Et donc, c'est la médecine de précision dans le cancer de la prostate également. C'est comprendre l'immunologie particulière du cancer de la prostate. Contrairement à ce que vous a dit Caroline Robert tout à l'heure ou Benjamin Bess, l'immunothérapie moderne, en fait, n'est pas si efficace que ça dans le cancer de la prostate, comme dans le cancer du sein. Et on pense que les hormones, la testostérone, modifient un peu l'environnement immunologique du cancer de la prostate. Et un enjeu majeur, c'est de comprendre comment. Et puis, c'est comprendre les mécanismes de résistance au traitement, à la chimiothérapie, à l'hormonothérapie, aux thérapies ciblées qu'on peut utiliser dans le cancer de la prostate. Alors, on ne peut pas tout faire. Et à l'échelle de Gustave Roussy, on s'intéresse essentiellement aux deux phrases soulignées en bleu. C'est comment utiliser les nombreux traitements disponibles et c'est comment comprendre les mécanismes de résistance. Et on est en train d'aborder, avec une équipe à Gustave Roussy, celle de Laurent Zitvoel, c'est comment comprendre l'immunologie particulière du cancer de la prostate. Donc, rapidement, le cancer de la prostate à Gustave Roussy, on a toutes les armes pour essayer d'avancer. Il y a une recherche clinique importante, on a beaucoup d'essais thérapeutiques à proposer aux patients. On a des plateformes et des équipes, on va dire logistiques pour la recherche qui sont très performantes en termes de séquençage, en matière de modèles précliniques, de bioinformatique. Et puis, on a un comité de médecins qui est multidisciplinaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des avantages pour développer la recherche de qualité. Et nous nous intéressons en particulier, ce que je vous disais à l'instant, au cancer de la prostate grave. Et donc les cancers de prostate les plus graves, ce sont les cancers de la prostate localisés, sans métastase, mais ceux qui sont à haut risque de rechute. Ce sont les cancers de la prostate qui sont d'emblée métastatiques, c'est rare, c'est 10% des patients, mais ce sont les cancers de la prostate les plus graves. Et puis ce sont les cancers de la prostate qui sont devenus résistants à la castration. Vous savez possiblement que lorsqu'un patient a des métastases d'un cancer de la prostate, première chose à faire, c'est d'administrer une hormonothérapie pour diminuer au minimum la testostérone, le fuel. Eh bien, au bout de 2-3 ans, ces traitements deviennent inefficaces. Et on veut comprendre pourquoi ils deviennent inefficaces. Et donc, on a 3 axes: développer de nouveaux médicaments, un programme de médecine de précision et un programme qui s'intéresse à la résistance au traitement. On a décliné ça en matière de recherche clinique et de recherche translationnelle. Je ne vais pas vous parler de la recherche clinique, je vous parlais de la recherche translationnelle et en particulier des programmes que vous soutenez via le mécénat. Il y en a plusieurs et l'idée de ces programmes, c'est de voir si on peut utiliser le sang pour mieux traiter et c'est de comprendre pourquoi des patients ne répondent pas bien au traitement. Alors, 2 programmes, Petrus, qui s'intéressent en fait à l'étude des cellules tumorales circulantes. Dans ce programme,
On a biopsié des patients qui avaient des métastases d'un cancer de la prostate, on a récupéré leur tumeur qui avait été opérée, leur prostate qui avait été opérée, et on a prélevé un tube de sang pour regarder si on trouvait des cellules tumorales qui circulent dans le sang, ils sont à l'origine des métastases. En fait, on peut les détecter, et grande surprise, c'est qu'on fait face à différentes populations de cellules. Ce n'est pas une population homogène, c'est comme une population, la population française, c'est très diverse. Donc vous avez des cellules qui ressemblent à des cellules épithéliales, vous avez des clusters, c'est-à-dire plusieurs cellules qui se regroupent, vous avez des grandes cellules tumorales circulantes dans le sang. Et puis, au-delà de les regarder, on peut faire des tests biologiques dessus. On peut regarder des marqueurs biologiques qui sont importants pour la prise en charge du patient. Puis on peut même aller au-delà, on peut même analyser l'ensemble des gènes des cellules à l'échelle individuelle d'une cellule, sampler l'ensemble des cellules. Par exemple, chez ce patient, on a la tumeur, et puis on a une cellule tumorale circulante, une autre, une autre, une autre, une autre, et on est capable d'analyser des centaines, voire des milliers de gènes à la fois sur une cellule tumorale circulante. Donc ça nous permet d'avoir plus d'informations concernant le cancer de la prostate de ce patient. Donc ce que l'on a appris de ce programme Petrus, il y a des points positifs, des points négatifs. Les points positifs, c'est qu'on sait que les cellules tumorales circulantes sont très hétérogènes. On peut tester des marqueurs importants pour la prise en charge. On sait qu'il faut multiplier les techniques pour les détecter, pour les traquer. On a réussi à analyser le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes de ces cellules tumorales circulantes. Et nous avons développé, comme dans le cas du cancer du poumon, des modèles uniques de cancer de la prostate à partir des cellules tumorales circulantes. C'est-à-dire qu'à partir des cellules que vous détectez dans le sang, vous les implantez à une souris et on a un modèle de cancer de la prostate qu'on peut étudier. Et c'est très important parce que ces CTC, ces cellules tumorales circulantes, sont celles qui donnent les métastases. Donc étudier ces modèles permettront dans le futur, possiblement, d'avoir des réponses sur la formation des métastases, ce qui génère les métastases dans le cancer de la prostate. Les points négatifs, c'est que ces techniques restent encore très chères, elles demandent beaucoup de temps humain, et ça demande aussi des techniques, des compétences nouvelles, en particulier la bioinformatique. Et donc, ce qu'on a appris aussi de ce programme, c'est qu'on a besoin beaucoup de bioinformatique et de compléter les analyses avec de l'ADN circulant. L'ADN circulant, je ne vais pas revenir très longtemps, puisque Benjamin Besse vous a montré un exemple de l'intérêt de la prise en charge du cancer de la prostate, du poumon. Mais dans le cancer de la prostate, on peut avoir des applications très similaires au moment du dépistage, au moment du diagnostic, au moment de la prostatectomie, pour dépister plus précocement les rechutes, et au moment où le patient a des métastases pour mieux gérer les traitements. C'est-à-dire que, comme dans le cas du cancer du poumon, on peut adapter les traitements dont nous avons en pratique courante pour modifier la stratégie thérapeutique en fonction des caractéristiques génétiques que l'on identifie dans l'ADN circulant. Un autre programme est le programme qu'on appelle Matcher Prostate, qui lui s'intéresse à la résistance au traitement. Il y a deux molécules qu'on utilise beaucoup dans le cancer de la prostate lorsque les patients ont des métastases. Ce sont deux traitements qui sont le Xtandi et Zytiga. En gros, ça bloque l'action de la testostérone sur la cellule tumorale. J'ai parlé tout à l'heure de cancer qu'on représente comme une voiture, et puis la testostérone qui serait l'essence. Eh bien, le Zytiga, en gros, diminue la quantité d'essence qui arrive dans le réservoir. Et Xtandi bloque finalement l'essence directement, qui ne peut pas aller dans le réservoir. Et donc, on a des mécanismes de résistance potentiels qu'on voudrait identifier ou confirmer dans des biopsies de cancer de la prostate, de patients traités avec ces médicaments. Et donc, ce programme, Matcher, vise à biopsier et à collecter l'ADN circulant de patients ayant un cancer de la prostate avec des métastases résistants à la castration et qui va débuter soit de l'abiraterone, soit de l'enzalutamide. Donc, on biopsie ce patient, le patient prend le traitement. Dans 80% des cas, le patient va avoir une action positive de médicaments, c'est-à-dire le PSA va diminuer, les lésions vont régresser. Et au bout de certains temps, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années, et bien malheureusement, il va y avoir de nouveau une progression du cancer de la prostate. Et donc, à ce moment-là, on rebiopsie les patients, on collecte aussi l'ADN circulant, et sur l'ensemble de ces prélèvements, nous faisons un séquençage des gènes, on regarde ce qui se passe au microscope, et puis on essaye de développer des modèles au laboratoire chez des souris, et sans passer par les souris, en développant ce qu'on appelle des organoïdes, c'est-à-dire des développements de modèles en 3D qui poussent dans le plastique et qui permettent d'étudier plus facilement et de façon plus pertinente ce qui se passe chez le patient. Donc l'objectif 1 de ce programme, c'est de comparer les caractéristiques génétiques entre les répondeurs
et les patients résistants. Quand on donne du Xtandi ou l'abiraterone à des patients, dans 80% des cas, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une réponse antitumorale. Dans 20% des cas, il y aura une résistance d'emblée. Et on veut comprendre pourquoi. Et donc, on va comparer les caractéristiques génétiques entre les répondeurs et les résistants. Le deuxième objectif de ce programme, c'est de caractériser l'évolution génétique dans le sang. C'est-à-dire que parmi les 80% des patients qui répondent bien, je vous ai dit tout à l'heure, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, il va y avoir de nouveau une évolution, ce qu'on appelle une résistance acquise, une résistance secondaire. Et bien, dans ce deuxième objectif, nous allons comparer l'évolution génétique, les caractéristiques génétiques de la biopsie au moment de la résistance par rapport à la biopsie initiale. Le troisième objectif, c'est de développer donc des modèles pertinents de cancer de la prostate. À partir de la biopsie, on va en prendre un petit morceau et on va l'implanter dans une souris, en essayant de faire en sorte que le cancer se développe dans la souris. Et ça, on arrive à le faire. On a obtenu plusieurs modèles. Quand on le fait à 100 patients, on arrive à obtenir à peu près 15. Donc, ce qui est beaucoup parce qu'il y a très peu de modèles à l'heure actuelle dans le cancer de la prostate. Et ce qu'on est en train de faire au laboratoire, c'est de caractériser ces modèles. Et on s'est aperçu qu'on a obtenu des modèles très intéressants, des modèles avec des anomalies génétiques héréditaires, par exemple, ou des formes très bizarres mais très agressives, ce qu'on appelle les formes neuroendocrines. Et puis, à partir de ces modèles de souris, ces tumeurs dans la souris, on va développer des organoïdes, donc ces modèles en 3D, qui poussent dans le plastique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut modifier génétiquement ces modèles, en théorie. Et ce qu'on essaye de faire, c'est à partir de ces organoïdes, modifier avec des espèces de ciseaux génétiques, modifier certaines mutations qui sont impliquées dans la résistance, pour voir si vraiment c'est le cas, si notre hypothèse est vraiment vraie. Et l'étape ultime, ce qu'on va commencer à faire, c'est de, à partir d'une biopsie d'un patient, non plus l'implanter à la souris, mais développer directement des organoïdes, pour laisser tranquilles les souris dans leur coin. Et donc, un exemple de ce qu'on fait, donc à partir des PDX, vous voyez qu'on traite, le patient donc, a été traité avec l'enzalutamide ou l'abiraterone, par exemple, et puis on compare ce qui se passe dans le PDX, donc dans le modèle de souris, avec le patient. Vous voyez que le patient, ça c'est le volume du tumoral de la souris. Et vous voyez que quand on ne traite pas la souris, le volume tumoral augmente, évidemment. Et bien, avec l'enzalutamide en bleu, ça augmente moins. C'est exactement ce qui s'est passé chez le patient. Le patient a été sensible à l'enzalutamide, on a retrouvé ça chez le modèle de souris. Et on a développé un organoïde aussi, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc on a une bonne correspondance entre ce qu'on trouve dans le modèle de souris, les organoïdes et les patients. Donc ça, on fait ça avec Jonathan Sabio et Zinab Abilou et plus récemment Loïc Poitrenaud. Donc où en sommes-nous de ce programme? Donc il y a des points positifs, on a fini le recrutement de la première cohorte de patients, donc 80 patients. Les données sont de bonne qualité. Nous avons obtenu des modèles de souris pour valider nos résultats. Nous avons mis au point les modèles originaux, les organoïdes que maintenant nous tentons de modifier génétiquement avec les ciseaux génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et des collaborations internationales avec des bioinformaticiens à New York ont été mises en œuvre. Les points négatifs, c'est que sur les 80, 58 patients pourraient être analysés parce que parfois on n'a pas assez d'ADN, pas assez d'ARN, les éléments génétiques que l'on va analyser. Et on voudrait bien surtout que ça aille un peu plus vite. Et on manque un peu de bras, mais on devrait avoir les premiers résultats d'ici 4-5 mois des analyses des tumeurs. Et donc on a, grâce à votre soutien, grâce au programme Mécénat, nous avons pu recruter une bioinformaticienne qui travaille à 100% de son temps sur ce programme, Laura, qui a dû partir dans le sud et qui est remplacée par Nawal Mansouri, qui travaille dessus à 100% de son temps. Un autre programme, c'est la résistance à la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie fait partie du traitement habituel et fréquent dans le cancer de la prostate. Eh bien, Anne Chochereau développe dans le laboratoire des modèles qui prédisent aussi la sensibilité et la résistance à la chimiothérapie. Elle a identifié plusieurs gènes qui seraient impliqués dans la résistance à la chimiothérapie. En gros, lorsque ces gènes sont responsables d'une transformation de l'apparence des cellules. Au lieu d'avoir une apparence un peu ronde, elles sont un peu filiformes, elles sont de fait plus résistantes à la chimiothérapie. Donc elle a montré que certains de ces gènes étaient associés à cette transformation. Elle a pu nouer des contacts industriels pour développer des médicaments qui vont bloquer ces gènes délétères pour la sensibilité à la chimiothérapie. Donc, pour ce programme sur la résistance à la chimiothérapie, donc là aussi des modèles au laboratoire ont été obtenus. Je pense que vous en avez vu certains ce matin au laboratoire. Des gènes candidats ont été identifiés. Des médicaments surtout sont testés pour contourner cette résistance.
Les points négatifs, en fait, il y a beaucoup de gènes, donc ça prend un peu de temps. Et pour l'instant, évidemment, on n'a pas pu encore appliquer chez le patient parce qu'on est encore au test au laboratoire. Et donc, grâce au programme mécénat, un postdoc, c'était un chercheur, a pu être recruté qui travaille 100% de son temps sur ce projet. C'est Mathieu Bertrand. Donc, le bilan de ce que l'on a fait, nous avons avancé sur la détection et sur la caractérisation biologique des cellules tumorales circulantes. Nous avons développé des modèles pertinents de cancer de la prostate, donc chez la souris et les organoïdes. Nous avons des gènes de candidats impliqués dans la résistance à la chimiothérapie. Nous avons pu lancer un grand programme de biopsie pour étudier les mécanismes de résistance aux thérapies ciblant la voie des androgènes, donc la biratérone, Zytiga ou enzalutamide Xtandi, et nous avons mis en place des outils bioinformatiques surtout nécessaires à ces études. Ce que l'on va faire dans les mois et années qui arrivent, c'est étudier en parallèle l'évolution de l'ADN circulant. Vous avez vu l'intérêt avec Benjamin tout à l'heure. C'est poursuivre les analyses de biopsie de résistance, c'est modifier surtout génétiquement ces modèles, et c'est aussi caractériser les aspects immunologiques des cancers de la prostate. En pratique, nous avons pu recruter, grâce au mécénat, un postdoc, donc 100% du temps sur le programme de résistance à la chimiothérapie, une bioinformaticienne sur le programme de résistance aux thérapies ciblant la voie des androgènes, et nous avons pu amorcer le programme sur les organoïdes. Ce que l'on voudrait faire, c'est aller plus vite et donc recruter un second bioinformaticien, pérenniser le chercheur, le postdoc, et lancer rapidement le programme sur l'ADN circulant. Je vous remercie pour votre attention.